Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivassoum. Nous sommes le 18 janvier 2022. Au sommaire de cette édition, les incursions en RDC des militaires burundais des Imbonerakure continuent à être signalées. Certains habitants sur les frontières signalent aussi le rapatriement des corps de ceux qui sont tombés sur le champ de bataille vers le Burundi. Léonard Nyangoma n'est plus président du CNDD selon le secrétaire exécutif du parti. L'ancien chef rebelle, lui, parle de groupuscules qui tentent en vain de scinder le parti en deux. Et depuis le mois de juillet 2021, le Burundi est dans une situation d'alerte du paludisme et rien n'a changé. Présentement, les Nations Unies signalent que les cas de paludisme ont considérablement augmenté l'année passée par rapport aux années précédentes. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Page sécurité pour commencer. Les pertes continuent d'être signalées dans les rangs des militaires burundais et des Imbonerakure envoyés en République démocratique du Congo pour traquer les rebelles du raid Tabara. Hier, 6 corps ont été rapatriés du Congo via la province Cibitoke selon les habitants. Ces habitants indiquent que c'est eux qui sont obligés de transporter les blessés et les cadavres. Le point avec Éloge Divin Remesha. Ce lundi matin, 6 corps sans vie ont été ramenés au Burundi via la rivière Rusizi. Il s'agit des militaires des Imbonerakure tués en République démocratique du Congo, comme l'indiquent nos sources au sein de l'armée burundaise. Ces cadavres ont été déposés à la 4e transversale de la commune Nyamitanga, c'est en commune Ouganda de la province Cibitoke. D'après nos sources, un véhicule militaire était sur place et attendait ces cadavres pour les transporter vers une destination jusqu'à présent inconnue. Les habitants de cette localité affirment qu'à l'endroit où sont déposés les cadavres et les blessés ramenés de la RDC après la traversée de la rivière Rusizi, l'accès n'est pas autorisé à quiconque. Et pendant ce temps, de l'autre rive, c'est-à-dire en République démocratique du Congo, c'est la désolation. Certaines sources révèlent que les habitants sont violentés physiquement afin d'aider les soldats burundais et les Imbonerakure à transporter les morts et les blessés qui sont ramenés au Burundi. Des pratiques dénoncées par les défenseurs des droits de la personne humaine en République démocratique du Congo. Vous savez que depuis quelques jours, les militaires burundais et les Imbonerakure sont signalés dans les montagnes qui surplombent la plaine de la Rusizi en République démocratique du Congo. Les soldats burundais des Imbonerakure qui, s'ils ne sont pas en confrontation avec des combattants du mouvement Red Tabara, le sont avec les habitants de ces localités organisés en groupe d'autodéfense civile. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Dieudonné Kasseleka, porte-parole de l'armée congolaise au sud Kivu, et Floribert Wiyereke, porte-parole de l'armée burundaise, pour qu'ils s'expriment sur la situation actuelle. Les informations en provenance de la République démocratique du Congo indiquent qu'aujourd'hui à 2 heures du matin, à Mulenge, groupement de Kigoma, chefferie de Bafudilo, un groupe des Imbonerakure en provenance du Burundi a traversé ce village à partir de celui de Rugeje, site de transit vers les hauts plateaux. Parlons politique à présent. Je vous le disais dans les titres, Léonard Nyangoma vient d'être limogé à la direction du parti CNDD, du moins si l'on en croit les déclarations du secrétaire exécutif du parti dans une conférence de presse animée aujourd'hui. Jean-Claude Bassavose a annoncé que ce parti sera temporairement dirigé par le porte-parole Gaspard Kobako. Selon le secrétaire exécutif du CNDD, cette mesure a été prise dans le but de sauver ce parti de la décrépitude. Le parti CNDD vient d'opérer des changements. Le parti se dote par conséquent d'un comité de sauvetage qui décide de prendre les choses en main afin d'empêcher que le parti descende dans le gouffre aux yeux de ces vaillants et infatigables militants qui ne ménagent aucun effort pour son dynamisme sur l'échiquier politique au Burundi.
Ainsi, une décision d'urgence s'impose, telle que libérée dans les lignes suivantes. Le comité de sauvetage vit la Constitution de la République du Burundi 17 juin 2018, vit la loi régissant les partis politiques au Burundi, vit les statuts et le règlement d'ordre intérieur du parti CNDD, considéra la fait de non-recevoir de la lettre ouverte du 23 décembre 2021 et invoquant les articles 112 et 114 du statut du CNDD, considéra la situation qui prévaut au sein de la classe dirigeante du parti CNDD, éclairée par la conférence de presse du 18 janvier 2022, décide. Article 1er. La classe dirigeante au sommet est remplacée par le comité de sauvetage jusqu'à nouvel ordre. Article 2. Camarade honorable Nyangoma, qui était jusqu'ici président du parti CNDD, devient président d'honneur du parti. Article 3. Camarade Gaspard Kobako, porte-parole, est désigné pour assurer la présidence intérimaire du parti jusqu'à l'organisation d'un congrès extraordinaire mettant en place les nouveaux organes en conformité avec la légalité. Article 4. Le bureau du comité de sauvetage est chargé de préparer un congrès extraordinaire dans un délai de 3 mois, mettant en place les nouveaux organes dirigeants du parti CNDD. Pour sa part, Léonard Nyangoma taxe les commanditaires de sa destitution de déviants. Léonard Nyangoma dit qu'ils auraient tenté à maintes reprises de disloquer en vain le parti CNDD. D'emblée, il m'est difficile de répondre aux allégations de ce groupuscule qui visiblement étourdi mentalement, peut-être même manipulé, je ne sais par quelle force. Ce qu'il faut savoir, les problèmes, les questions de notre parti, de mon parti, le CNDD, ne se traitent pas dans la rue ou dans les médias. Les problèmes, les questions s'analysent, se discutent et se règlent, trouvent des réponses dans le cadre bien tracé par les statuts du parti. C'est notamment dans les organes, dans les structures du parti et dans les instances du parti. Et les décisions sont prises uniquement dans ces cadres. Et à la tête de ce groupuscule restreint, il y a un certain Kobako. C'est un habitué des coups d'État dans les partis. En 98, il a tenté de diviser, de faire un putsch au sein du CNDD. Il n'a pas réussi. Et ensuite, il a adhéré au parti Kazé, je crois qu'il était secrétaire général. Il a quitté ce parti, puis il a demandé encore une fois d'être admis au CNDD. On avait cru qu'il avait changé, qu'il avait mûri, il avait une certaine maturité, mais on voit que vraiment il n'a pas changé malgré tout, malgré les leçons de l'histoire. Ce que je pourrais dire à l'opinion publique, je pourrais dire à ce groupuscule qui cherche à nyakuriser le CNDD reste un et indivisible. Léonard Nyangoma a dirigé le Conseil national pour la défense de la démocratie, CNDD en sigle, depuis sa création en 1994. En 1998, une partie des militants du CNDD est entrée en dissidence pour former le CNDD-FDD qui est actuellement au pouvoir. Le CNDD, alors mouvement politico-militaire, a signé l'accord d'Arusha en août 2000 pour ensuite être agréé comme parti politique en 2005. Une courte pause et nous parlons des violences sexuelles et sexistes. RPA. Il existe des crimes sexuels et à caractère sexiste ont été commis au Burundi et ils relèvent des crimes de droit international. Les victimes de ces crimes peuvent saisir les juridictions internationales. Analyse faite par le collectif des avocats pour la défense des victimes des crimes de droit international commis au Burundi, CAVIB en sigle, en collaboration avec le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Maître Emmanuel Nhengurutse, membre et fondateur du CAVIB, identifie ces crimes et propose des stratégies pour leur répression.
Cette analyse se situe dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Cet article a eu à analyser, entre autres points principaux suivants, le contexte des crimes sexuels à caractère sexiste, les crimes sexuels comme au Burundi, les responsabilités pour le crime commis et la compétence et la recevabilité des juridictions internationales. Les points intéressants à retenir, c'est que primo, les crimes sexuels à caractère sexiste ne revêtent le caractère international que lorsqu'ils sont sous-jacents à au moins l'une des 3 catégories de crimes internationaux, à savoir le crime de génocide, le crime contre l'humanité et le crime de guerre. Autrement dit, les crimes sexuels et à caractère sexiste doivent avoir été commis dans le contexte d'au moins l'une des 3 catégories de crimes internationaux. Au Burundi, comme l'atteste la commission d'enquête des Nations Unies pour le Burundi, ainsi que de nombreuses organisations opérant tant au niveau national qu'au niveau régional et international, il y a eu commission des crimes contre l'humanité depuis le 26 avril 2016. En conséquence, les crimes sexuels et à caractère sexiste commis dans ce contexte relèvent de la compétence internationale. Secondo, selon les enquêtes menées, les crimes sexuels et à caractère sexiste commis au Burundi sont de 4 types, à savoir les crimes contre l'humanité de viol, 2. Les crimes contre l'humanité de grossesse forcée, 3. Les crimes contre l'humanité de torture, accusation alternative au crime de viol, et 4. Le crime contre l'humanité de persécution, accusation également alternative au crime de viol. Tertio, les juridictions à saisir comprennent d'une part la Cour pénale internationale, le retrait du Burundi au statut de la Cour n'attend pas les procédures au sujet des crimes commis pendant que le Burundi en était encore membre et ceux dont la continuité était au-delà de la date du retrait effectif, s'est avéré, et d'autre part, les juridictions nationales dotées de la compétence universelle, c'est-à-dire celles dont leurs pays ont attribué la compétence de poursuivre les auteurs de crimes internationaux, alors même que ces crimes n'ont pas été commis sur leur territoire, ni contre leurs ressortissants. Parlons santé à présent. Il y a eu augmentation de façon remarquable des cas de paludisme au Burundi l'année passée par rapport aux années précédentes. Selon OCHA, l'agence humanitaire des Nations Unies, depuis juillet 2021, le Burundi est dans une situation d'alerte du paludisme, mais rien n'a changé jusqu'ici. Les détails avec Dani Claire. Il la trouve. En 2021, au Burundi, les cas de paludisme ont augmenté de 30% par rapport aux années précédentes, selon OCHA, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Les provinces du nord-est et du nord-ouest, comme Kirundo, sont les plus menacées, selon toujours OCHA. Cette agence de l'ONU indiquait 5 millions de cas de paludisme ont été enregistrés sur les 12 600 000 du total de la population burundaise. En plus, les mêmes données sont confirmées par le ministère de la Santé publique à travers ses différents rapports, comme le constate OCHA. La cause principale de cette hausse du paludisme au Burundi, selon OCHA, se trouve dans la suspension de la distribution des moustiquaires imprégnés à la population, comme ça a été le cas dans les années précédentes. Néanmoins, les cas de décès dus au paludisme ont diminué par rapport à ces dernières années. Ici, la branche de l'ONU fait savoir que jusqu'au 12 décembre 2021, un effectif de 1519 cas ont été emportés par le paludisme, tandis qu'en 2020, le paludisme a emporté 2589. En plus de cela, 16 districts sanitaires sur les 46 se trouvant dans le pays ont enregistré chacun un cas de paludisme. De surcroît, depuis début juillet 2021, le Burundi se trouve dans une situation d'alerte épidémique concernant le paludisme où beaucoup de cas ont été enregistrés. Pire, jusqu'en 2022, rien n'a été fait pour faire face à cette maladie. Enfin, OCHA fait savoir qu'il existe d'autres maladies pandémiques dans le choléra et la Covid-19 qui se révèlent être une menace pour la population burundaise. Dans un instant, nous parlons de la pénurie du sucre dans le pays.
Il y a des contradictions dans les explications données ce lundi par les hauts cadres concernés par la gestion de la pénurie du sucre au Burundi, au moment où le porte-parole de la société sucrière Domoso parle de manque de moyens de transport. La ministre du Commerce, elle, parle plutôt de l'incapacité de la SOSUMO à satisfaire une demande intérieure grandissante. Le point avec Elvis Nyomungere. Les allégations avancées sont rendues par les responsables de la gestion des cycles sont divergentes quant au réseau de la pénurie de cette denrée devenue en casse-tête au Burundi, en expliquant la carence de ces produits tels le cycle, le ciment et les produits Brarudi. Marie Chantal Nijimbere, ministre du Commerce et de l'Industrie, a invité les investisseurs étrangers à créer des entreprises au Burundi capables de porter celles déjà opérationnelles dans le pays. Cette autorité a expliqué que ces dernières ne sont plus à même de satisfaire la demande de la population car, disait-elle, cette dernière va en s'accroissant. C'était ce lundi lors de la présentation du bilan de produits réalisés par le ministère durant ces 6 derniers mois. Il s'agit des entreprises qui ont le monopole de commercialisation de ces produits. Nous trouvons que c'est un grand problème car plus la population augmente, plus la demande de ces produits s'accroît. Il est évident que la quantité que produisent ou que vendent ces entreprises ne peut plus alors satisfaire les demandeurs. C'est pour cette raison que le gouvernement a décidé de sensibiliser différents investisseurs afin qu'ils créent d'autres entreprises. Cependant, cet avis n'est pas partagé avec Jean-Pierre Nzobandora, porte-parole de la sœur société sucrière du Burundi, la SOSUMO. Dans son intervention de ce même lundi sur la radio-télévision nationale du Burundi, Jean-Pierre Nzobandora, également chargé de la commercialisation du cycle à la SOSUMO, a indiqué que c'est le problème de transport qui gangrénait jusque-là la distribution de ce produit. Le problème de la carence du cycle est connu et surtout au problème de transport, parce que le cycle que nous vendons dans les dépôts régionaux est transféré à l'aide des camions. Mais à partir de la semaine prochaine, je peux assurer aux consommateurs du cycle que le produit sera disponible dans nos dépôts. Pour le moment, ces contradictions entre les propos de ces deux autorités ont suscité des interrogations si l'on en croit l'opinion. Prudent se demande si la question de la pénurie du cycle trouvera solution dans les délais fixés par le porte-parole de la SOSUMO ou bien si ces propos ne seront qu'un mot. À propos justement de cette pénurie du sucre dans le pays, certains habitants de différentes provinces ne sont pas d'accord avec les explications du porte-parole de la SOSUMO de ce lundi, selon lesquelles l'indisponibilité du sucre dans le pays a été causée par le problème de transport. Selon eux, il y a des véhicules de transport du secteur privé capables de faire le transport de ce sucre. Écoutez cet habitant. On vient de passer des semaines sans avoir du sucre presque dans toute notre province. Ces propos du responsable de la SOSUMO indiquant que ce sont des véhicules qui ont manqué pour transporter le sucre sont mensonges. Il a dit pour dédouaner la société seulement. C'est incompréhensible que la population manque du sucre, arguant qu'on a manqué les moyens de le transporter, alors que les commerçants dans les provinces ont leurs propres véhicules, des Probox par exemple, qui peuvent le transporter. S'il y a ce problème dans la société, c'est vraiment honteux de manquer le sucre alors qu'on a cette société sucrière chez nous au Burundi. Mais ce qui est étonnant chez ces autorités, ils n'en manquent pas. Ils boivent du thé comme ils le veulent, mais nous on n'a pas toujours le sucre. Ça nous rend très triste ce comportement de deux poids deux mesures. Il faut qu'on partage tous ensemble les biens du pays car la société nous appartient tous. Pour clore cette édition, parlons de ces frais d'accostage pour les petits bateaux qui accostent au port de Rumonge qui ont monté jusqu'au double. Les investisseurs dans le transport maritime sur le lac Tanganyika utilisant le port de Rumonge déclarent que cette mesure risque de les disqualifier. Le point avec Eric Nyonzima.
Depuis le 10 janvier, le port de Mongué est réouvert. C'est après une année de fermeture pour cause de coronavirus. Lors de la fermeture, les transporteurs des personnes et des biens par le boat déclaraient accoster à ce port à raison de $65 américains. Pour le moment, les transporteurs qui utilisent ces bateaux pour déplacer les personnes et les marchandises disent payer entre $165 et $190 suivant le tonnage du bateau. Selon ces transporteurs, hormis la hausse des prix à la va-vite, le prix de ces taxes est exorbitant. Ils ajoutaient que si cette situation persiste, les mêmes transporteurs vont cesser leurs activités car, affirment-ils, ils travaillent à perte. Les responsables du transport maritime au port de Mongué confirment la hausse des taxes conformément à la loi sur le transport des personnes et des marchandises, poursuivent ces mêmes responsables. Les bateaux accostant à Mongué viennent du Congo et de la Tanzanie. Ils transportent différentes marchandises d'importation, à l'instar du riz, du poisson, des vêtements comme les pagnes, etc. Au retour dans leurs pays respectifs, ils chargent les produits Plalodi. Les observateurs des activités d'importation au port prévoient leurs arrêts, une situation qui avait prévalu en 2018 avec l'augmentation des taxes. Voilà, chers auditeurs, c'est la fin de l'édition du 18 janvier 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Niwasumba. Au revoir.